Salut à tous, c'est Karim Debache pour un nouvel épisode de Crost. Bonjour Karim. Et ça fait maintenant bientôt 7 ans que... j'adore Hypertension. Hypertension ou Krang dans sa version originale. Alors moi c'est Jérémy et ça fait plusieurs mois que je crois que j'ai un problème d'alcool. Ah, c'était un gag mec, c'est pas une vraie réunion. Ah. Hypertension ou Krang dans sa version originale est un film d'action sorti en 2006 et réalisé par Mark Neveldine et Brian Taylor, dans lequel Jason Statham joue un tueur à gages trahi par sa hiérarchie à qui on injecte un poison chinois qui a pour effet de faire ralentir son cœur et de bloquer ses récepteurs d'adrénaline. Pour rester en vie, il doit donc maintenir son taux d'adrénaline en faisant tout plein de trucs cool, comme se mettre des coups de défibrillateur ou foutre sa main dans un moule à gaufres. Alors certes, ça paraît complètement con comme ça, mais en vrai... c'est complètement con. Ça l'est comme rarement ça l'a été même, le film est construit comme un gros trip halluciné débile surdécoupé et plutôt cheap parce qu'il a coûté seulement 12 millions de dollars. Ça peut avoir l'air d'être une énorme somme d'argent, mais c'est quand même 4 millions de moins que Bienvenue chez les Ch'tis. Ah merde! Ouais, je pense que c'est la scène du vélo qui a coûté une blinde. Bref, j'adore Krang pour son délire absurde, décomplexé, assumé et excessif et je le recommande à tout le monde. C'est un chef-d'œuvre de bêtises. Un extrait pour vous le prouver. Le film est d'autant plus rafraîchissant qu'il est le premier long métrage réalisé par Neveldine et Taylor, donc quand le film est arrivé, on pouvait légitimement attendre avec impatience leur prochaine production. 3 ans plus tard, après une suite plutôt correcte à Krang, ils écrivent et réalisent Ultimate Game, un film d'action qui a pour sujet, je vous le donne en mille, le jeu vidéo. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Un petit avertissement néanmoins, ce film, comme vous pouvez aisément le deviner au vu des images de leur précédente production, est à réserver à un public averti. Et étant donné qu'un homme averti en vaut deux, sortez un fauteuil de plus et préparez-vous à encaisser des litres de sueur. Yeah! De sang! Yeah! De vomi! Yeah! De pisse! Yeah! Attends, je sais pas si j'ai envie de voir ça. Au pire, t'inquiète, je compenserai la brutalité des images par l'intégration subtile d'un personnage absurde qui désamorcera la tension de la séquence. Comme un clown? C'est pas un clown, c'est un Maharaja humoristique. Donc Ultimate Game ou Gamer dans sa version originale, Oh, comme le film avec Ariel Dombal. est un film d'anticipation / action américain sorti le 4 septembre 2009 aux États-Unis et réalisé par Neveldine et Taylor. Une petite anecdote technique, le film est tourné en numérique et c'est un des premiers à avoir été filmé avec des Red One, des caméras qui ont depuis été utilisées pour des films comme The Social Network de David Fincher ou encore la série de films The Hobbit de Peter Jackson. Le fait de tourner en numérique a permis à l'équipe du film de bosser sur les effets spéciaux non pas après le tournage comme ça se faisait d'habitude, mais pendant ce dernier. Excuse-moi, je peux? Ouais. Tout le monde s'en branle. Donc, je vais décrire l'univers dans lequel se passe Ultimate Game avant de commencer à en parler. Le film se passe en 2020 alors qu'un développeur de jeu du nom de Ken Castle, joué par Michael C. Hall, Dexter. a changé à jamais l'industrie du jeu vidéo en créant 2 jeux. Le premier, Society, est un clone de Second Life, le second, Slayers, est un clone de Call of Duty ou Battlefield. C'est pas si révolutionnaire que ça. Sauf que tu contrôles des vrais gens. Mon dieu, le futur est complètement fou. Oui, en fait, Dexter est à l'origine d'une technologie qui permet, à l'aide de quelques explications incompréhensibles, Nano plus Cortex égale Nanex. à n'importe quel joueur de contrôler physiquement un autre être humain. Ça s'appelle une taille. Arrête avec ce personnage, ça te mènera nulle part. Dans Society, les joueurs payent pour avoir le droit de disposer comme ils l'entendent du corps d'autres gens, et en échange de ça, l'avatar est payé. Et pour ce qui est de Slayers, étant donné que ça implique la mort de vrais gens, Et ça, c'est pas sympa. il a été décidé d'utiliser des condamnés à mort qui doivent s'entretuer dans des arènes. C'est pas sympa non plus. En échange, le deal est qu'ils seront libérés s'ils réussissent à survivre à 30 parties de jeu. Ah, ça, c'est sympa. Non. Non, c'est pas sympa. Et comme si ça ne suffisait pas, d'autres condamnés à mort qui ne sont pas assez forts physiquement peuvent participer à Slayers mais ne seront pas contrôlés par qui que ce soit, répétant juste des patterns à l'infini. Ils sont libérés s'ils arrivent à survivre à une seule partie. Évidemment, les 2 jeux ont cartonné et Dexter est devenu immensément riche, et du coup il a les moyens de contrôler les médias. Et toi, mon ange, je devrais peut-être penser à franchir ton pare-feu, un de ces 4. Ce mec a l'air adorable. Comme dans tout Demolition Man-like qui se respecte, un groupe de hackers résistants pirate régulièrement le système en incrustant un peu partout des images de Ludacris. Je leur en veux pas, hein, j'aime bien Ludacris. Yeah, yeah, wouh, wouh. Donc le film nous raconte l'histoire de John Tillman, alias Cable, pas lui, mais lui, un condamné à mort interprété par Gérard Butler, et contrôlé par Simon, un ado pro-gamer de 17 ans qui déchire sa race à Slayers. Et le film commence sur... sur la 27e partie de Cable, ce qui fait qu'il lui reste à gagner 3 fois pour être libéré, puis 2, puis 1. Étant donné que le méchant développeur est très méchant, il décide d'envoyer dans l'arène un autre détenu du nom d'Ackman, qui je pense a dû tomber pour fraude fiscale, et histoire d'être sûr que ce dernier réussisse à buter Cable, le méchant fait en sorte qu'Ackman ne soit contrôlé par personne, ce qui lui permet de ne pas subir Le ping.
et donc de ne pas souffrir de lag. Les hackers envoient Ludacris chez l'ado qui contrôle Cable, il lui explique que le gros méchant ne laissera jamais gagner ce dernier et lui donne la possibilité de laisser Cable maître de ses mouvements pendant sa dernière partie de jeu. Au départ, Simon hésite parce que c'est considéré comme de la triche, mais Ludacris lui dit yeah yeah wouh wouh et il arrive à le convaincre. Les hackers fournissent également à Cable une bouteille d'alcool qu'il boit cul sec avant de commencer la partie. Respect ma gueule. Donc il se retrouve complètement bourré sur le champ de bataille et décide plutôt que d'essayer de gagner le match de se barrer de là au plus vite, en volant une bagnole qu'il fait démarrer en vomissant et en pissant l'alcool qu'il vient de boire dans le réservoir d'essence. C'est techniquement impossible. T'as perdu ton âme d'enfant. Avant que vous ayez fini de vous demander pourquoi il ne s'est pas contenté de prendre la bouteille avec lui, Cable arrive à s'échapper et est déclaré officiellement mort, ce qui fait que Simon est maintenant considéré comme un sale tricheur tout pourri. De son côté, Cable profite de sa liberté nouvelle pour rejoindre sa femme, dont le job consiste à être avatar dans Society, le clone de Second Life, ce qui fait qu'on va rencontrer le joueur qui la joue. Vous vous souvenez peut-être de l'effroyable caricature de gamer dans Stay Alive et vous pensiez qu'il était impossible d'être plus insultant envers la communauté des joueurs. Vous êtes mignon. Donc Cable arrive à sortir sa femme de Society, on en profite aussi pour découvrir l'univers de Jola, tout aussi glauque que l'autre, où les joueurs pervers gasparnoisent leurs avatars. Malheureusement, il est piégé par Hackman qui lui tire dessus à bout portant sans sommation dans 3, 2, 1... Une fois Cable à terre, son ennemi profite du fait qu'il peut pas se défendre pour lui tirer une balle dans la tête, les méchants gagnent et c'est la fin. Bien sûr que non. À la place, Hackman prend l'ascenseur, ce qui permet aux gentils de le mettre hors d'état de nuire, et de s'enfuir dans une boîte de nuit techno poursuivie par des méchants qui butent un maximum d'innocents. Ils sortent de la boîte et sont sauvés par une journaliste et une naine dans un van de Scooby-Doo tapissé de fourrure verte. Ouais, moi je me serais contenté d'une balle dans la tête. Le couple va se réfugier chez Ludacris yeah yeah wou wou qui déconnecte la femme de Cable. On apprend également que Dexter s'est servi de sa technologie pour forcer Cable à commettre un meurtre, ce qui explique son acharnement pour le buter. Tout pourrait se terminer là, mais Cable a une fille, tombée aux mains de Dexter, et il compte bien la retrouver. Donc il sort des étoiles et se rend chez le méchant qui, ça tombe bien, a fait installer tout un système de lumière dynamique. Je suppose qu'il prépare une comédie musicale. Tu peux arrêter de te moquer de tout? Tu vois bien que la lumière c'est un truc pour rendre un tout petit peu plus dramatique la scène de rencontre entre le gros méchant et le gros gentil. Désolé, je suis sûr que ça va donner une confrontation absolument épique. I've got you under my skin. Va te faire foutre. Ok, alors après ce petit moment Broadway, Il lui tire dessus, il meurt, les méchants gagnent et c'est la fin. Non, pas vraiment. en fait, il décide de l'attaquer à main nue un par un. Parce que c'est pas parce qu'on est des fous furieux meurtriers sanguinaires qui organisent des jeux de massacre en faisant s'entretuer des condamnés à mort dont l'esprit est contrôlé par des adolescents qu'on n'a pas un minimum de dignité dans la bagarre. Je suppose. Donc après ça, il se retrouve sur un terrain de basket en compagnie d'Hackman, et Dexter lui explique qu'il a maintenant la capacité de contrôler lui-même l'esprit de n'importe qui à distance. Il lui montre l'étendue de son pouvoir en utilisant Hackman pour Lui tirer une balle dans la tête, lui foncer dessus avec un couteau en hurlant. Cable le défonce sans difficulté et lui brise la nuque. 2 fois. Dexter prend donc les choses en main, lui montre qu'il peut même contrôler l'esprit de Cable pour... Se foutre torse nu et essayer de le battre sans arme. Faux! Lui tirer une balle dans la tête. Non. Non, effectivement, non, il se fout torse nu et il essaie de le battre sans arme. J'ai parlé de ça une dernière fois quand même. Monsieur le méchant, t'attends quoi, là? Sérieusement. T'étais prêt à le faire tuer dès le début du film, et là ça fait 20 minutes que t'as un milliard d'occasions pour le faire. Alors ok, le spectacle de danse avait l'air vraiment très travaillé, je comprends que t'aies eu envie de lui montrer, mais là, tout de suite, vous êtes 10 contre 1, le mec est visiblement une brute à la bagarre vu qu'il a défoncé la moitié du casting, est-ce qu'on peut essayer de se dire une bonne fois pour toutes que vous ne gagnerez pas en 1 contre 1? Est-ce que tu vas finir par l'admettre ou tu préfères encore passer quelques heures à discuter? Au pire, t'as qu'à l'emmener à la foire du trône, vous papoterez technique autour d'une barbe à papa. Il peut pas vraiment t'entendre en fait, c'est un personnage de fiction, vous appartenez pas à la même réalité. Je sais, mais ce cliché m'insupporte. C'est le syndrome Wild Wild West où le méchant arrive à choper les deux seules personnes qui peuvent lui nuire dans l'univers tout entier et décide plutôt que de les buter, de leur accrocher des colliers magnétiques et de lancer des disques tranchants pour essayer de les décapiter. Et le pire c'est que tout le monde connaît ce cliché, tout le monde s'en moque depuis le début de l'histoire du cinéma, et là le film date de 2009 et j'ai l'impression que les mecs qui font ça ignorent le public, parce qu'ils me feront pas croire qu'ils sont pas au courant du fait que plus personne ne passe à côté de ce cliché. Il y a eu 1 milliard de films qui se moquent déjà de ça, et... Attends, il est déjà fini le film? Ouais, pendant que tu émettais des sons stridents avec ta bouche, le gentil a buté le méchant et du coup il a demandé aux autres méchants de devenir gentils et ils ont accepté et c'est la fin. Quoi? Ouais, pendant que tu émettais des sons stridents avec ta bouche, le gentil a buté le méchant et du coup il a demandé aux autres méchants de devenir gentils et ils ont accepté et c'est la fin. Et j'ai fait une sculpture en peau de Babybel. Très joli, mais je voulais dire, pour le film, qu'est-ce qu'il arrive aux autres personnages? Ouais, ça on sait pas trop. Genre l'ado pro-gamer, il devient quoi? Aucune idée. Et la journaliste? Non plus. Et la naine avec le van Scooby-Doo? Je sais pas. Et le joueur qui contrôlait la femme de Cable et qui me fait d'ailleurs un peu penser à Guy de Motus, mais j'ose pas trop le dire parce que j'ai peur qu'on pense que c'est une blague sur son poids alors que pas du tout, c'est juste que je trouve qu'il y a un truc dans le visage. No lo sé. Ok, bon bah le film est fini.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le film à sa sortie a déçu pas mal de monde, et son exploitation en salle n'a pas suffi à le faire rentrer dans ses frais, puisqu'il a rapporté 40 millions de dollars pour un budget de 50 millions. Donc c'est pas un gros bide, mais c'est pas non plus une réussite. Et surtout, le film s'est fait défoncer par la critique, il est à moins de 30% sur Rotten Tomatoes, les critiques lui reprochant surtout de manquer d'originalité et de se montrer malveillant à l'égard de son public. Et dans le fond, je pense que c'est assez vrai, parce que le film a l'air de se présenter comme un pamphlet contre la perversité des médias et la cruauté du monde moderne au travers d'un jeu, comme The Running Man ou Rollerball, mais à côté de ça, il filme tout avec pas mal de vulgarité, et du coup ça paraît assez complaisant. On a vraiment l'impression de les voir cracher dans la soupe quand ils gueulent sur la violence de la société dans un film qui justement rend cool à regarder des images violentes, tout en renvoyant au public une image de dégénéré au travers de la plupart des personnages de joueurs. Et ça, c'est une question de point de vue, et j'ai lu aussi pas mal de trucs de gens qui en faisaient l'analyse inverse. Et ce qui m'embête encore plus, c'est que tout son propos critique empêche le film d'être aussi agréable à mater que Crank, qui pour le coup ressemble beaucoup plus à une montagne russe d'action à la con, parce qu'on suit un seul personnage et qu'on le lâche jamais. C'est cette simplicité scénaristique qui fait qu'on n'est jamais perdu dans le film alors que tout va 40 fois trop vite. Là, comme le film a l'air d'avoir envie de dire plein de trucs, on se retrouve face à un gros paquet de personnages et le film va dans tous les sens. C'est chiant en plus parce que moi j'aime bien le casting, et notamment les rôles secondaires qui sont joués par des acteurs cool comme John Leguizamo, qui certes a été Luigi dans Super Mario Bros, mais est surtout celui qui a joué Benny Blanco from the Bronx dans l'impasse de Palma, ou encore Ludacris qui certes a fait un featuring avec Shingy, je sais pas si vous vous souvenez de Shingy, mais a aussi joué dans le très bon Hustle and Flow de Greg Brewer. Le problème, c'est que le film accorde tant d'importance à l'action que le personnage principal, lui, a l'air d'être complètement transparent. J'ai ressenti la même chose que pour Man on Fire et Domino de Tony Scott. Je préfère Man on Fire parce que je trouve que la mise en scène de Tony Scott est trop nerveuse pour un truc aussi compliqué que Domino. Et ici, c'est pareil, je préfère Crank. Sauf que Crank, ça parle pas vraiment de jeux vidéo. Sauf que si, quand même. Wouah, ce retournement de situation. J'ai même longtemps hésité à lui consacrer un épisode de Crust, parce que déjà, l'esthétique emprunte énormément aux jeux vidéo, il y a tout plein de petits clins d'œil disséminés dedans, et en plus, toute la structure narrative du film est calquée sur le rythme d'un jeu vidéo, sans pour autant y faire allusion trop lourdement. Donc cette vidéo est surtout faite pour vous conseiller Crank en fait, bien plus qu'Ultimate Game, parce que certes, Crank est un film complètement couillon, mais il a compris mieux que beaucoup d'autres ce que peut formellement apporter le jeu vidéo au cinéma. Et ça, c'est classe. D'ailleurs, je sais pas trop pourquoi j'ai pas fait d'épisode dessus, en fait. Bah fais-le. Tout de suite? Ouais. Ok, mais faudrait voir si Gilles et Jérém sont d'accord pour continuer à s'occuper de la technique. Je vais prendre ça pour un oui. Salut à tous, c'est Karim Debache pour un nouvel épisode de... Alors ok, le spectacle de danse avait l'air vraiment très travaillé, je comprends que t'aies eu envie de lui montrer, mais là, tout de suite, vous êtes 10 contre 1, le mec est visiblement une brute à la bagarre vu qu'il a défoncé la moitié du casting, est-ce qu'on peut essayer de se dire une bonne fois pour toutes que vous ne gagnerez pas en 1 contre 1 ? Est-ce que tu vas finir par l'admettre ou tu préfères encore passer quelques heures à discuter ? Au pire, t'as qu'à l'emmener à la foire du trône, vous papoterez technique autour d'une barbe à papa ? Il peut pas vraiment t'entendre en fait, c'est un personnage de fiction, vous appartenez pas à la même réalité. Je sais, mais ce cliché m'insupporte. C'est le syndrome Wild Wild West où le méchant arrive à choper les 2 seules personnes qui peuvent lui nuire dans l'univers tout entier et décide plutôt que de les buter, de leur accrocher des colliers magnétiques et de lancer des disques tranchants pour essayer de les décapiter. Et le pire, c'est que tout le monde connaît ce cliché, tout le monde s'en moque depuis le début de l'histoire du cinéma, et là le film date de 2009, et j'ai l'impression que les mecs qui font ça ignorent le public, parce qu'ils me feront pas croire qu'ils sont pas au courant du fait que plus personne ne passe à côté de ce cliché. Il y a eu 1 milliard de films qui se moquent déjà de ça, et... Attends, il est déjà fini le film ? Ouais, pendant que tu émettais des sons stridents avec ta bouche, le gentil a buté le méchant et du coup il a demandé aux autres méchants de devenir gentils et ils ont accepté et c'est la fin. Quoi ? Ouais, pendant que tu émettais des sons stridents avec ta bouche, le gentil a buté le méchant et du coup il a demandé aux autres méchants de devenir gentils et ils ont accepté et c'est la fin. Et j'ai fait une sculpture en peau de Babybel. Très joli, mais je voulais dire, pour le film, qu'est-ce qu'il arrive aux autres personnages ? Ouais, ça on sait pas trop. Genre l'ado pro-gamer, il devient quoi ? Aucune idée. Et la journaliste ? Non plus. Et la naine avec le van Scooby-Doo ? Je sais pas. Et le joueur qui contrôlait la femme de Cable et qui me fait d'ailleurs un peu penser à Guy de Motus, mais j'ose pas trop le dire parce que j'ai peur qu'on pense que c'est une blague sur son poids alors que pas du tout, c'est juste que je trouve qu'il y a un truc dans le visage. Non, c'est. Ok, bon bah le film est fini. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le film à sa sortie a déçu pas mal de monde, et son exploitation en salle n'a pas suffi à le faire rentrer dans ses frais, puisqu'il a rapporté 40 millions de dollars pour un budget de 50 millions. Donc c'est pas un gros bide, mais c'est pas non plus une réussite. Et surtout, le film s'est fait défoncer par la critique, il est à moins de 30% sur Rotten Tomatoes, les critiques lui reprochant surtout de manquer d'originalité et de se montrer malveillant à l'égard de son public. Et dans le fond, je pense que c'est assez vrai, parce que le film a l'air de se présenter comme un pamphlet contre la perversité des médias et la cruauté du monde moderne au travers d'un jeu, comme The Running Man ou Rollerball, mais à côté de ça, il est condamné à mort interprété par Gérard Butler est contrôlé par Simon, un ado pro-gamer de 17 ans qui déchire sa race à Slayers. Et le film commence sur... sur la 27e partie de Cable, ce qui fait qu'il lui reste à gagner 3 fois pour être libéré, puis 2, puis 1. Étant donné que le méchant développeur est très méchant, il décide d'envoyer dans l'arène un autre détenu du nom d'Ackman, qui je pense a dû tomber pour fraude fiscale,
Et histoire d'être sûr que ce dernier réussisse à buter Cable, le méchant fait en sorte qu'Ackman ne soit contrôlé par personne, ce qui lui permet de ne pas subir Le ping. et donc de ne pas souffrir de lag. Les hackers envoient Ludacris chez l'ado qui contrôle Cable, il lui explique que le gros méchant ne laissera jamais gagner ce dernier et lui donne la possibilité de laisser Cable maître de ses mouvements pendant sa dernière partie de jeu. Au départ, Simon hésite parce que c'est considéré comme de la triche, mais Ludacris lui dit yeah yeah wouh wouh et il arrive à le convaincre. Les hackers fournissent également à Cable une bouteille d'alcool qu'il boit cul sec avant de commencer la partie. Respect, ma gueule. Donc il se retrouve complètement bourré sur le champ de bataille et décide plutôt que d'essayer de gagner le match, de se barrer de là au plus vite, en volant une bagnole qu'il fait démarrer en vomissant et en pissant l'alcool qu'il vient de boire dans le réservoir d'essence. C'est techniquement impossible. T'as perdu ton âme d'enfant. Avant que vous ayez fini de vous demander pourquoi il ne s'est pas contenté de prendre la bouteille avec lui, Cable arrive à s'échapper et est déclaré officiellement mort, ce qui fait que Simon est maintenant considéré comme un sale tricheur tout pourri. De son côté, Cable profite de sa liberté nouvelle pour rejoindre sa femme, dont le job consiste à être avatar dans Society, le clone de Second Life, ce qui fait qu'on va rencontrer le joueur qui la joue. Vous vous souvenez peut-être de l'effroyable caricature de gamer dans Stay Alive et vous pensiez qu'il était impossible d'être plus insultant envers la communauté des joueurs. Vous êtes mignon. Donc Cable arrive à sortir sa femme de Society, on en profite aussi pour découvrir l'univers de jeu là, tout aussi glauque que l'autre, où les joueurs pervers gasparnoisent leurs avatars. Malheureusement, il est piégé par Ackman qui lui tire dessus à bout. Salut à tous, c'est Karim Debache pour un nouvel épisode de Crost. Bonjour Karim. Et ça fait maintenant bientôt 7 ans que... j'adore Hypertension. Hypertension ou Krang dans sa version originale. Alors moi c'est Jérémy et ça fait plusieurs mois que je crois que j'ai un problème d'alcool. Ah, c'était un gag, mec, c'est pas une vraie réunion. Ah. Hypertension ou Krang dans sa version originale est un film d'action sorti en 2006 et réalisé par Mark Neveldine et Brian Taylor, dans lequel Jason Statham joue un tueur à gages trahi par sa hiérarchie à qui on injecte un poison chinois qui a pour effet de faire ralentir son cœur et de bloquer ses récepteurs d'adrénaline. Pour rester en vie, il doit donc maintenir son taux d'adrénaline en faisant tout plein de trucs cool, comme se mettre des coups de défibrillateur ou foutre sa main dans un moule à gaufres. Alors certes, ça paraît complètement con comme ça, mais en vrai... c'est complètement con. Ça l'est comme rarement ça l'a été même, le film est construit comme un gros trip halluciné débile surdécoupé et plutôt cheap parce qu'il a coûté seulement 12 millions de dollars. Ça peut avoir l'air d'être une énorme somme d'argent, mais c'est quand même 4 millions de moins que Bienvenue chez les Ch'tis. Ah merde. Ouais, je pense que c'est la scène du vélo qui a coûté une blinde. Bref, j'adore Krang pour son délire absurde, décomplexé, assumé et excessif et je le recommande à tout le monde. C'est un chef-d'œuvre de bêtises. Un extrait pour vous le prouver. Only the shadows of their eyes. Le film est d'autant plus rafraîchissant qu'il est le premier long métrage réalisé par Neveldine et Taylor, donc quand le film est arrivé, on pouvait légitimement attendre avec impatience leur prochaine production. 3 ans plus tard, après une suite plutôt correcte à Krang, ils écrivent et réalisent Ultimate Game, un film d'action qui a pour sujet, je vous le donne en mille, le jeu vidéo. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Un petit avertissement néanmoins, ce film, comme vous pouvez aisément le deviner au vu des images de leur précédente production, est à réserver à un public averti. Et étant donné qu'un homme averti en vaut deux, sortez un fauteuil de plus et préparez-vous à encaisser des litres de sueur. Yeah. De sang. Yeah. De vomi. Yeah. De pisse. Yeah. Attends, je sais pas si j'ai envie de voir ça. Au pire, t'inquiète, je compenserai la brutalité des images par l'intégration subtile d'un personnage absurde qui désamorcera l'attention de la séquence. Comme un clown. C'est pas un clown, c'est un Maharaja humoristique. Portant sans sommation dans 3, 2, 1... Une fois Cable à terre, son ennemi profite du fait qu'il peut pas se défendre pour lui tirer une balle dans la tête, les méchants gagnent et c'est la fin. Bien sûr que non. À la place, Ackman prend l'ascenseur, ce qui permet aux gentils de le mettre hors d'état de nuire, et de s'enfuir dans une boîte de nuit techno poursuivie par des méchants qui butent un maximum d'innocents. Ils sortent de la boîte et sont sauvés par une journaliste et une naine dans un van de Scooby-Doo tapissé de fourrure verte. Ouais, moi je me serais contenté d'une balle dans la tête. Le couple va se réfugier chez Ludacris yeah wouh wouh qui déconnecte la femme de Cable. On apprend également que Dexter s'est servi de sa technologie pour forcer Cable à commettre un meurtre, ce qui explique son acharnement pour le buter. Tout pourrait se terminer là, mais Cable a une fille, tombée aux mains de Dexter, et il compte bien la retrouver. Donc il sort des étoiles et se rend chez le méchant qui, ça tombe bien, a fait installer tout un système de lumière dynamique. Je suppose qu'il prépare une comédie musicale. Tu peux arrêter de te moquer de tout ? Tu vois bien que la lumière c'est un truc pour rendre un tout petit peu plus dramatique la scène de rencontre entre le gros méchant et le gros gentil. Désolé, je suis sûr que ça va donner une confrontation absolument épique. I've got you under my skin. Va te faire foutre. Ok, alors après ce petit moment Broadway, Il lui tire dessus, il meurt, les méchants gagnent et c'est la fin. Non, pas vraiment. en fait, il décide de l'attaquer à main nue un par un. Parce que c'est pas parce qu'on est des fous furieux meurtriers sanguinaires qui organisent des jeux de massacre en faisant s'entretuer des condamnés à mort dont l'esprit est contrôlé par des adolescents qu'on n'a pas un minimum de dignité dans la bagarre. Je suppose. Donc après ça, il se retrouve sur un terrain de basket en compagnie d'Ackman, et Dexter lui explique qu'il a maintenant la capacité de contrôler lui-même l'esprit de n'importe qui à distance. Il lui montre l'étendue de son pouvoir en utilisant Ackman pour Lui tirer une balle dans la tête, lui foncer dessus avec un couteau en hurlant. Cable le défonce sans difficulté et lui brise la nuque. 2 fois.
Dexter prend donc les choses en main, lui montre qu'il peut même contrôler l'esprit de Cable pour Se foutre torse nu et essayer de le battre sans arme. faux lui tirer une balle dans la tête. Non. Non, effectivement, non, il se fout torse nu et il essaie de le battre sans arme. Je vais parler de ça une dernière fois quand même. Monsieur le méchant, t'attends quoi, là? Sérieusement. T'étais prêt à le faire tuer dès le début du film, et là ça fait 20 minutes que t'as 1 milliard d'occasions pour le faire. Donc Ultimate Game, ou Gamer dans sa version originale, Oh, comme le film avec Ariel Dombal. est un film d'anticipation / action américain sorti le 4 septembre 2009 aux États-Unis et réalisé par Neveldine et Taylor. Une petite anecdote technique, le film est tourné en numérique et c'est un des premiers à avoir été filmé avec des Red One, des caméras qui ont depuis été utilisées pour des films comme The Social Network de David Fincher ou encore la série de films The Hobbit de Peter Jackson. Le fait de tourner en numérique a permis à l'équipe du film de bosser sur les effets spéciaux, non pas après le tournage comme ça se faisait d'habitude, mais pendant ce dernier. Excuse-moi, je peux? Ouais. Tout le monde s'en branle. Donc je vais décrire l'univers dans lequel se passe Ultimate Game avant de commencer à en parler. Le film se passe en 2020 alors qu'un développeur de jeu du nom de Ken Castle, joué par Michael C. Hall, Dexter. a changé à jamais l'industrie du jeu vidéo en créant 2 jeux. Le premier, Society, est un clone de Second Life, le second, Slayers, est un clone de Call of Duty ou Battlefield. C'est pas si révolutionnaire que ça. Sauf que tu contrôles des vrais gens. Mon dieu, le futur est complètement fou. Oui, en fait, Dexter est à l'origine d'une technologie qui permet, à l'aide de quelques explications incompréhensibles, Nano plus cortex égale nanex. à n'importe quel joueur de contrôler physiquement un autre être humain. Ça s'appelle une taille. Arrête avec ce personnage, ça te mènera nulle part. Dans Society, les joueurs payent pour avoir le droit de disposer comme ils l'entendent du corps d'autres gens, et en échange de ça, l'avatar est payé. Et pour ce qui est de Slayers, étant donné que ça implique la mort de vrais gens, et ça c'est pas sympa, il a été décidé d'utiliser des condamnés à mort qui doivent s'entretuer dans des arènes. C'est pas sympa non plus. En échange, le deal est qu'ils seront libérés s'ils réussissent à survivre à 30 parties de jeu. Ah, ça c'est sympa. Non. Non, c'est pas sympa. Et comme si ça ne suffisait pas, d'autres condamnés à mort qui ne sont pas assez forts physiquement peuvent participer à Slayers mais ne seront pas contrôlés par qui que ce soit, répétant juste des patterns à l'infini. Ils sont libérés s'ils arrivent à survivre à une seule partie. Évidemment, les 2 jeux ont cartonné et Dexter est devenu immensément riche, et du coup il a les moyens de contrôler les médias. Et toi, mon ange, je devrais peut-être penser à franchir ton pare-feu, un de ces 4. Ce mec a l'air adorable. Comme dans tout Demolition Man-like qui se respecte, un groupe de hackers résistants pirate régulièrement le système en incrustant un peu partout des images de Ludacris. Je leur en veux pas, hein, j'aime bien Ludacris. Yeah, yeah, wouh, wouh. Donc le film nous raconte l'histoire de John Tillman, alias Cable, pas lui, mais lui,